Bonjour à tous, je me présente, je suis Cathy Ponce-Lardeux, ingénieure de recherche en informatique à l'Université Champollion et je travaille dans un groupe pluridisciplinaire avec des enseignants-chercheurs en informatique comme moi, mais aussi en sciences de l'éducation, en génie mécanique et un enseignant-chercheur expert en organisation du travail et système de santé. Voilà. Alors, cela ne nous a sûrement pas échappé, depuis quelques années, nous vivons en pleine révolution numérique et un certain nombre d'innovations technologiques ont permis et permettent encore de fabriquer des ordinateurs de plus en plus puissants, de miniaturiser des composants électroniques, optiques ou mécaniques et de construire des réseaux informatiques de plus en plus rapides avec des maillages de territoires qui sont de plus en plus fins et tout ceci contribue à changer notre société et en particulier nos usages. Je vous ferai un signe pour changer la diapositive, s'il vous plaît. Internet est aujourd'hui bien ancré dans nos habitudes. Près de la moitié de la population mondiale utilise aujourd'hui les médias sociaux. 70% de la population possède un téléphone mobile et 4 internautes sur 5 disent jouer à des jeux vidéo chaque mois. Les mécaniques de jeu et le jeu vidéo en particulier sont bien connues du grand public et sont utilisées depuis quelques années à d'autres fins que le simple divertissement. Et nous arrivons aujourd'hui donc à une définition de serious game. Le terme serious game est apparu dans les années 70 comme étant une combinaison de la réflexion et de l'action au sein d'une séquence de jeu. Mais finalement, la définition la plus simple de ce qu'est un serious game, elle est donnée par Michael Etchen en 2005. Tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement. Alors on trouve des jeux sérieux sur différents supports, jeux sur ordinateur, jeux de société, jeux de rôle ou jeux de plein air. Et ils visent des objectifs divers et variés. Alors, on utilise des jeux sérieux pour se former, pour apprendre, pour promouvoir une marque, pour un territoire, un patrimoine, pour sensibiliser à des causes, mais aussi pour collecter des données à des fins de recherche scientifique. Vous pouvez passer à la suivante. On pourrait définir un serious game comme étant finalement une équation une combinaison entre des mécaniques de jeu avec des techniques qui sont utilisées dans l'industrie du jeu vidéo ou dans l'industrie du jeu tout court, combinées avec un scénario utilitaire, et là on construit un serious game. Je vais vous donner quelques exemples de serious game, en particulier des serious games dans le domaine de l'éducation. Alors il se trouve que j'ai travaillé en particulier sur deux de ces exemples. Le premier serious game, c'est 3D Virtual Operating Room, qui est un jeu 3D temps réel multijoueur pour former les professionnels du bloc opératoire à la gestion des risques liés à des défauts de communication. C'est un jeu qui a été développé avec le CHU de Toulouse et deux entreprises, KTM Advance et NovaMotion. L'objectif était d'essayer de réduire le nombre d'événements indésirables au bloc opératoire. Il faut savoir qu'un quart des événements indésirables sont liés à des défauts de communication au bloc opératoire et la moitié des événements indésirables sont évitables. L'idée était donc de former les futurs professionnels du bloc à travailler ensemble, à coopérer, à bien communiquer pour prendre les meilleures décisions. Un autre exemple, c'est le jeu Clone qui a été développé en partenariat avec l'Agence régionale de santé Occitanie et 11 instituts en soins infirmiers. L'idée est de pouvoir former les futurs professionnels infirmiers à l'organisation du travail quand ils ont à gérer plus d'une dizaine de patients dans un service hospitalier ou dans un service clinique. Et donc, il faut leur apprendre à bien maîtriser le temps de travail, les taux de charge, les priorités pour prodiguer les soins aux patients qui sont hospitalisés. Un autre exemple est un jeu qui s'appelle Le bon, la brute et le comptable, qui a été financé par l'Union européenne. Et l'idée, c'est de combattre la corruption en Europe. Alors, on va incarner dans ce jeu une directrice de cabinet dans une mairie d'une grande ville. Les scénarios vont mêler à la fois éthique, politique et corruption. Tout cela dans l'objectif de permettre de mieux identifier et comprendre les différentes formes de corruption que les élus et les agents administratifs peuvent rencontrer dans leur profession. D'autres exemples de serious games qui, eux, ont été conçus pour aider la recherche scientifique. Alors, l'idée, c'est de mettre à contribution des citoyens, des bénévoles, comme ressources pour faire progresser les approches et contribuer à la recherche de solutions. Exemple, en biologie moléculaire, on va proposer aux usagers de plier des protéines, de synthétiser des molécules d'ARN, de créer des nanoparticules
pour aider la recherche contre le sida, le cancer ou d'autres maladies génétiques. Un autre exemple est celui d'un jeu sérieux qui a été financé par l'Éducation nationale et en particulier l'Académie de Poitiers, où en fait on va mettre en situation le joueur de trouver un parcours pour une ligne grande vitesse entre Bordeaux et Tours, en respectant un tas de contraintes financières, politiques, environnementales, pour satisfaire en fait la création de cette ligne pour que la durée du trajet soit suffisamment courte pour les usagers, mais qu'elle respecte aussi les budgets, l'environnement, etc. Voilà. Je passe au suivant. D'autres exemples autour de la promotion du territoire, des serious games qui ont été développés pour promouvoir le territoire, le patrimoine. L'idée consiste à utiliser la fonction GPS d'un téléphone portable pour que l'usager se déplace dans la ville ou sur le territoire et découvre des lieux historiques, des musées, tout en utilisant des concepts liés à la chasse au trésor ou à la résolution d'énigmes sur un terrain. Alors ça peut être utilisé à des fins, on va dire, d'information, mais aussi par les entreprises pour faire du team building, pour apprendre aux équipes à se coordonner, à développer, on parlait tout à l'heure, la table ronde précédente parlait de soft skills, à développer un certain nombre de soft skills et aider les collaborateurs à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble dans le contexte professionnel. L'autre exemple, qui est plutôt un exemple, le géocaching, ça consiste à trouver sur les territoires des caches qui contiennent des énigmes également, ou des registres de visite, et à faire déplacer les personnes sur le territoire sur des thématiques qui peuvent aborder le sport, la culture, l'histoire, les légendes, donc des thématiques qui peuvent être liées aussi au territoire. Voilà. Je passe au suivant. La personne précédente a parlé de gamification. Alors effectivement, la ville peut être utilisée comme un terrain de jeu pour expérimenter de nouveaux usages, faire émerger de nouvelles idées. L'idée, c'est de faire participer le citoyen, l'habitant, dans le processus d'innovation, dans le processus de recherche itérative, de manière à pouvoir collecter des données liées à son comportement, analyser ces données dans un processus itératif de co-création et utiliser les résultats pour proposer des solutions à des problématiques de société. Alors, je présente là 2-3 exemples. Un premier qui a eu lieu à Stockholm. Pour réduire la vitesse en ville, on a positionné un radar et au lieu de sanctionner les automobilistes quand ils déplaçaient la limite de vitesse, en fait, on flash les automobilistes qui respectent la limitation de vitesse. Et ensuite, par tirage au sort, on va récompenser avec des lots les automobilistes respectueux pour réduire donc la vitesse en ville. 32 000 voitures sont passées devant ce radar. En moyenne, avant le radar, il y avait 32 km/h en moyenne pour les automobilistes. Et après la mise en place de ce radar, on va dire à récompense, la vitesse moyenne des automobilistes a été réduite à 25 km/h. D'autres exemples, pour emprunter un passage piéton, ça a été aussi évoqué un petit peu tout à l'heure. L'idée était de positionner sur le trottoir des feuilles équipées de capteurs de coussin péteur, dans ce cas-là, où en fait, quand on marche dessus, ça fait du bruit et ça encourage les personnes, du coup, à emprunter le trottoir pour accéder au passage piéton et pas à traverser avant ou après le passage piéton. À la gare Montparnasse également, pour encourager l'activité physique et encourager les personnes à plutôt prendre l'escalier plutôt que l'escalator, on a équipé les marches de l'escalier avec des capteurs sonores de manière à ce que quand les usagers appuient sur une marche de l'escalier, une note musicale est jouée. Voilà, donc on utilise le fun pour essayer de changer les comportements dans la ville au travers de tous ces exemples. Enfin, pour conclure, on voit que les mécaniques de jeu sont bien connues de la société. Elles permettent d'adresser des problématiques et de répondre à des problématiques concrètes de société. Les serious games aujourd'hui sont un formidable levier pour aider la société à se moderniser, mais il ne faut pas oublier que l'humain reste au cœur toujours
des usages, à la fois pour concevoir le serious game. On l'a dit, évoqué tout à l'heure là sur les différents intervenants, que mettre ensemble des personnes qui ont des connaissances et des compétences très différentes permet aussi d'innover dans les phases de conception de ce type d'outils, mais en amont, mais aussi en aval. C'est-à-dire à la fois dans les phases de conception et aussi dans les phases d'évaluation des comportements, quand les comportements des personnes qui vont utiliser ce type d'outils. Voilà.